matin. Merci. Oui, je suis revenu ce matin avec mon ami Buis. Nous étions à la commission des affaires étrangères. On a eu un rapport sur le Liban très bien fait. Je trouve que les parlementaires, de bords d'ailleurs, étaient des observateurs objectifs. Malheureusement, ils ne nous ont pas apporté beaucoup de bonnes nouvelles en perspective sur un point précis. Nous avons effectivement lancé la semaine dernière la Smart Mobility. C'est une façon que nous avions déjà expérimentée quand on avait lancé Ici Grid. Tout à l'heure, je ne l'ai pas entendu dire, alors on va commencer par l'innovation. C'est un groupe de sociétés. Il n'y a pas de chef. On l'avait lancé pour Ici Grid. Il n'y a pas de chef. C'est ce qu'on appelle un dominion. L'ingénieur qui commandait ça ne commande pas. Il n'était même pas le technicien pour de compte. On a réussi. Un jour, j'ai fait une conférence à l'école des mines. Il y avait 300 ingénieurs qui voulaient savoir comment on avait lancé nos expériences. Et je leur ai dit, la première caractéristique, c'est qu'il n'y en a pas de chez vous. Parce que si elle avait eu de chez vous, on ne l'aurait pas fait. Ils étaient contents, vous savez, les ingénieurs, les politiques adorent qu'on se foute de leur gueule. Et là, il y avait des gens donc de Bouygues, de Cisco, de General Electric, etc. Il n'y avait pas de chef. Ils sont organisés. C'est la première innovation. Ne pas avoir un ordre qui tombe d'en haut, avec des chefs, des moyens. Ils ont très peu d'argent. C'est donc le territoire qui va être chez nous. On a donc évidemment le tramway, le bus, le métro, le RER, et on va avoir 2 gares du réseau Grand Paris Express en construction. Donc ça va être formidable. Et ce territoire donc doit améliorer le quotidien des habitants, faciliter l'accès à l'information en temps réel. La Smart Mobilité, c'est au cœur de l'attractivité des métropoles et les élus ont un rôle central à jouer. Une enquête menée par Ipsos pour Transdev en décembre dernier révèle que 94% des élus des collectivités urbaines considèrent essentiel de repenser les enjeux de mobilité et d'optimiser les moyens de transport. Nous avons donc dans nos petites villes mis en place une palette de solutions pour réduire le temps passé dans les bouchons. Les Parisiens passent 55 heures par an dans les embouteillages et en même temps trouver une solution pour le parking. On propose donc des solutions multiples pour une mobilité durable et une baisse de la pollution. L'application ZenBus, grâce au soutien de la région et de la RATP, permet aux passagers de voir en temps réel sur leur smartphone où se trouve le bus. L'application BiPark recense les places de parking libres dans les immeubles privés. Toutes les places disponibles dans les parkings d'hôtels ou d'entreprises peuvent être utilisées par des particuliers grâce à la géolocalisation. Concrètement, l'application vous indique la place la plus proche et vous payez ensuite par smartphone. BiPark permet donc d'augmenter le nombre de places de stationnement sans investir dans de coûteux parkings d'ouvrage. Cette innovation de parking partagé s'inscrit dans le développement de l'économie collaborative et de l'innovation frugale dont nous avons parlé en multipliant le nombre de places de stationnement tout en rationalisant le fonctionnement de ces parkings. L'innovation frugale, vous le savez, c'est le concept inventé par Navi Raju, s'inscrit dans une grande mutation socioculturelle de fond dans laquelle l'offre est capable de répondre à la demande plus vite et à moindre coût financier. Là encore, c'est une idée. Construire des parkings, faire ceci, n'importe quel connard peut le faire. Il suffit de gigoter un peu avant, de tirer les sonnettes, d'obtenir des subventions croisées. Mais ça sert à quoi? Quelle est l'intelligence? En quoi l'élu est meilleur que les autres? Par contre, utiliser pour l'école d'à côté les parkings de telle entreprise qui ne servent pas, ça commence à... Parce que c'est compliqué. Si c'était simple, ce serait déjà fait. Donc il faut là encore être très exigeant sur le standing intellectuel.
Les circuits courts, l'économie de partage, les réseaux de proximité forment les piliers de cette économie frugale qui va alimenter les villes collaboratives de demain. Dans quelques jours, Renault lance en Inde un véhicule, le Quadri, qui ne coûte rien du tout, qui a été fait non pas par des ingénieurs, mais par des petits mecs du coin qui bricolent et qui vous lancent un truc à 4 000 €. Ça, c'est intéressant. Je ne dirais pas que le syndrome glacier a frappé. L'application Parkeon, qui est complémentaire de Bipark, permet aux automobilistes de rechercher une place disponible en voirie. Certaines études évaluent à 30% le nombre de véhicules qui circulent en ville pour simplement rechercher une place de stationnement. On rendez compte le ridicule. Les véhicules qui circulent pour chercher une place de stationnement. Voilà, ça emmerde tout le monde, y compris le type qui est dans la voiture. Non mais il faut aller dans ce sens-là. L'application Roule ma poule, qui teste le comotorage urbain, vous localise, vous dit si des conducteurs de 2 roues sont disponibles autour de vous, inscrivez aussi sur le site. Ils vous prêtent un casque et ils vous demandent quelques euros pour monter derrière eux, partager les frais. 2000 utilisateurs. Le rôle du covoiturage de Blablacar a récemment levé 200 millions de $. Vélib, Autolib fluidifie les prises de vélos et de voitures en libre-service, succès grandissant et demande de plus en plus forte. L'ouverture des données, l'open data, est une condition sine qua non à l'émergence de nouveaux services. Il faut convaincre les acteurs publics comme privés de nouer des partenariats innovants pour faire émerger ces services. La mobilité est un enjeu collectif, il est fondamental d'impliquer les citoyens. C'est donc l'objectif du nouveau projet lancé, SoMobilité. C'est un consortium pensé entre acteurs du privé, des grands groupes comme Colas, leader dans l'entretien d'infrastructures et transports, la Caisse des dépôts, Cisco, Transdev, Bouygues Immobilier, promoteur d'écoquartiers et les collectivités locales pour innover, pour mieux penser la vie de demain. SoMobilité inclut également des startups comme Zenbus, Citigo, PayMyPhone qui ont développé des solutions innovantes, comme je viens de l'évoquer. En ville, les citoyens cherchent à se déplacer plus vite, plus intelligemment. Aujourd'hui, les smartphones, la généralisation de l'open data, la géolocalisation, le partage de données en temps réel offrent des opportunités inédites et de nouveaux services pour améliorer la vie quotidienne. La Smart City peut réellement changer les choses, améliorer la mobilité urbaine et réduire les émissions de CO2. Avec SoMobilité, une nouvelle étape est lancée pour influencer le développement des nouveaux usages, des comportements chez les habitants. Parmi les solutions envisagées figure également le pilotage des feux de signalisation en fonction du trafic. Ensuite, l'objectif est de mettre en place une application multimodale en termes réels qui permettra de choisir le meilleur moyen de transport en fonction du trafic, mais aussi d'orienter les automobilistes vers des places de stationnement libres, géolocalisées, de payer son stationnement à distance, d'accéder à des parkings privés, de trouver facilement une solution de déplacement, le covoiturage, le comotorage, les véhicules électriques, les véhicules autonomes, l'autopartage, et de faciliter l'usage des transports en commun avec Zenbus. Ça encore, ça semblait une petite utopie, c'est mis en place et je suis persuadé que ça va fonctionner. Simplicité, écoute, pas la peine de recourir à des grands investissements. C'est vrai que quand vous avez un cinéma, les parkings des entreprises à côté, qui sont encore très nombreux, permettent de se garer sans créer un parking spécial qui va coûter, là encore, très cher en investissement et bientôt en fonctionnement. Voilà, monsieur l'animateur. Mais écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Et bravo pour tous ces outils numériques à la pointe. Michel Piron, vous êtes député du Maine-et-Loire, président du Conseil national de l'habitat. Est-ce que tous ces outils numériques, justement, sont de nature à apaiser l'appétit en termes de services de proximité pour les citoyens? Ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Vous parlez d'apaiser l'appétit, oui. Pas
je ne sais pas si... En tout cas, leurs besoins, effectivement, peut-être même pas seulement leurs besoins. Si je reprenais tout à l'heure ce que j'entendais de M. Moreno, je pense que ça va plus loin que leurs besoins, qui sont simplement d'ordre matériel, ça peut même être leurs attentes, qui peuvent être aussi d'ordre culturel ou social. Alors moi, je voudrais partir d'un premier constat. Bon, on le voit bien, on est devant une véritable explosion des réponses, on va dire, techniques un petit peu, et à travers, notamment avec le numérique. C'est incontestable. Mais derrière cette explosion, si vous voulez, qui a de réponses ici ou là, sur tel ou tel ou tel ou tel point particulier, on voit bien que derrière tout ça, en réinterrogeant la ville, n'oublions pas qu'on parle de la ville et de la vie en ville, tout cela pose quand même une véritable question, je partage complètement alors l'approche de M. Carlos Moreno, une véritable question systémique en effet. On a à la fois, si vous voulez, des attentes particulières, une société extraordinairement atomisée à laquelle d'ailleurs on apporte des réponses, on le voit bien, qui sont extraordinairement individuelles, si vous voulez, sinon individualistes. Et dans le même temps, on a aussi une autre attente, on le voit bien nous en tant qu'élus, qu'on peut percevoir, qui n'est pas forcément satisfaite, si vous voulez, au fond, de vivre dans telle ou telle ou telle ville, avec des préférences d'ailleurs, hein, il suffit de voir de temps en temps les enquêtes qui sont menées, de vivre dans certaines villes à l'intérieur plutôt de tel ou tel ou tel quartier, ce qui veut bien dire quand même que quelque part, la question n'est pas seulement quantitative, mais elle est hautement qualitative et elle est au minimum, je dis bien sociale, sinon sociétale. Alors, face à, si vous voulez, cette explosion des techniques, on le voit bien, on a besoin d'une intelligence, d'une véritable intelligence managériale, mais pas seulement managériale, disons-le, pas seulement managériale, parce que ça peut être purement manipulateur, hein, mais une intelligence véritablement au service d'une stratégie. Et la question, c'est quelle stratégie? Les réseaux en soi, ils ne sont ni intelligents ni stupides. Ce sont des outils qui peuvent servir éventuellement l'intelligence, qui peuvent aussi servir d'autres intentions qui ne sont pas forcément, je veux dire, recommandables. Hein. Et donc, moi, je voudrais réinsister là-dessus pour, au fond, là encore, interroger, non pas les techniques comme outils, hein, surtout qu'elles prospèrent, mais interroger, moi aussi, le technocentrisme. On dit la ville, les villes, oui, quelle ville? Et dans ces villes, je me permets de le répéter, quelle réponse, et puis quelle réponse s'agissant de quel contenu par rapport aux citoyens qui peuvent être très divers. On vient d'évoquer la question des mobilités, la question des transports, c'est une question tout à fait majeure. La voiture qui se conduit tout seul demain, vous le voyez bien, c'est une réponse hautement individuelle, si vous voulez, mais qui ne répond pas à la totalité éventuellement des attentes. La question du partage hein, des transports, la question des transports en commun ou des transports individuels, la question des services, marchands ou non marchands, la livraison à domicile ou la quête tout simplement en matière même de simple épicerie, si vous voulez, qu'on est obligé d'aller chercher je ne sais où à la périphérie parce qu'on a laissé effectivement à l'intérieur de la ville, encore une fois, quantité de choses disparaître ou ne plus être. Réponse sociale, ça vient d'être évoqué, y compris dans la consultation des citoyens, qui doit réinterroger aussi parfois des modes de gouvernance, questions culturelles. Bref, quand je pose ces questions, je le redis, stratégie, mais au service de quelle ville? Et là, on parle d'espace, mais c'est pas seulement de l'espace ou des espaces, c'est pas seulement une somme d'espace la ville, y compris de lieux de rencontre. Je regarde comment travaillent les Allemands, par exemple, et j'étais très très impressionné par une visite que j'avais pu faire à Düsseldorf, surtout sur la manière dont ils travaillaient de manière complètement transversale, avec des compétences extrêmement diverses, et là on revient en effet à la somme des techniciens, si vous voulez, c'est une chose, mais une véritable volonté politique de faire travailler les gens ensemble, en se projetant par rapport à une question très simple, en se projetant à 15 ou 20 ans, par rapport à une question simple en soi. Dans quelle ville voulons-nous vivre, et voulons-nous que nos enfants puissent vivre dans 15 ou 20 ans? Eh bien c'est la deuxième dimension, moi, que je voudrais souligner aussi, c'est celle du temps. On ne fait pas non plus de la cité, si vous voulez, ou on peut faire de l'agglomération, si vous voulez, mais on ne fait pas de la ville et encore moins de la cité, si vous voulez, sans prendre en considération la dimension du temps.
Ce temps, c'est le continuum qu'on a pu évoquer, que j'ai entendu évoquer tout à l'heure, entre des politiques territoriales qui savent parfois s'affranchir heureusement d'un certain nombre de postures, si vous voulez, ou d'étiquettes parfois trop réductrices. C'est le temps de la mise en œuvre aussi hein, des projets, qui peut être parfois long, mais c'est aussi le temps, ce temps long, c'est aussi le temps de la consultation. Et moi, je voudrais insister sur le fait que, encore une fois, s'agissant de la ville, la question finale, au fond, c'est quelle synthèse peut-on faire de toute cette profusion non seulement de techniques, mais cette profusion de questions, si vous voulez, des individus. Quel rapport à l'autorité et au pouvoir pose également, si vous voulez, ces nouvelles manières en quelque sorte de s'instruire réciproquement entre citoyens, élus, décideurs de tout poil. Et enfin, je terminerai par une dernière question, à laquelle je ne prétends pas avoir de réponse tout seul, bien entendu, parce que je crois que, là encore, l'argument d'autorité, désormais, n'est-ce pas, est bien dépassé, si vous voulez, et l'exercice du pouvoir ne peut plus être le même. Mais c'est ce qui fait de la ville, dans la ville, ce qui fait de la cité, je répète, et la cité renvoie au mot citoyen, c'est pas tout à fait la même chose qu'une simple agglomération, les mots ont un sens. Eh bien, c'est la place aussi de la beauté dans la ville. Faire de la place, c'est pas simplement utilitaire, c'est aussi penser des lieux de rencontre, mais c'est aussi forcément interroger l'architecture, interroger l'urbanisme, et peut-être laisser place à ce qui, finalement, est peut-être capable de nous permettre de dépasser comme citoyens, si vous voulez, certains rapports, si vous voulez, fabriqués de telle manière qu'ils deviennent de plus en plus violents parfois, hein, y compris dans les apprentissages que font un certain nombre de gens. Regardez les écoles d'achat ou les écoles de vente, et regardez quel type de comportement, si vous voulez, parfois elles recommandent ou induisent. Eh bien, on peut aussi se poser la question de savoir si dans la ville, on est capable aussi d'avoir des projets qui intègrent la dimension esthétique, hein, qui est peut-être finalement la finalité, si vous voulez, de toute question culturelle. Merci. Merci à vous. Olivier Carré, vous êtes député du Loiret, maire d'Orléans. Je vous voyais beaucoup acquiescer sur les propos de votre voisin. Alors, quelles sont les expériences que vous avez déployées à Orléans, et est-ce qu'elles sont de nature à répondre un petit peu aux préoccupations que se posait Michel Piron? Voilà, la question, c'est de savoir si en fait tout ce qui est la digitalisation de la société est une couche supplémentaire, une innovation supplémentaire par rapport à tous les usages que l'on a pu connaître, l'art de vivre et autres, et quand on est dans la ville, c'est là qu'on le perçoit très fortement, ou est-ce que ça modifie quelque part l'ADN de ce qui fait aujourd'hui une ville, et surtout de ce qui la fera demain. Moi, je suis dans le parti pris c'est assez, aujourd'hui, ça devient plus trivial, de ceux qui pensent que ça modifie complètement l'ADN de la ville, et notamment parce que la ville, pour des tas de raisons, se retrouve être le creuset de toutes les confrontations que l'on a et qui bouleversent la société, que ce soit dans le rapport, par exemple, des communautés les unes, la communication qui existe dans une communauté au-delà des frontières d'un pays, au-delà des frontières nationales, c'est dans les villes que ça se passe, où une association d'amis bretons va chercher à communiquer avec une autre association qui est à des milliers de kilomètres d'eux, mais qui vont créer ensemble un maillage territorial qui, lui, est à l'échelle de la planète, et qui fait qu'on a des trames comme ça qui se superposent sur des habitudes que l'on a dans notre tête et qui quelque part répondent à des évolutions très profondes de ce qui est aujourd'hui, de ce qui est en devenir l'organisation sur l'ensemble de la planète. Ça se passe dans nos villes, donc y compris dans des villes françaises, certes capitales régionales, mais de taille moyenne par rapport aux grandes mégapoles. Et puis c'est aussi, donc plus simplement, le comportement de tous les jours, et ça a déjà été largement évoqué. Alors, nous, ce que l'on a pris comme parti, c'est de dire que, à l'instar de ce qui se passe ailleurs dans d'autres villes dans le monde, qu'il y avait une grande collusion, et André Santini en a parlé, entre le monde économique et puis le monde institutionnel de la ville. Et donc, tout ça a besoin de se ressourcer, tout ça part du même constat sur l'innovation des usages, le fait de repenser la ville, non pas comme étant, du point de vue institutionnel, des services rendus, mais en se mettant à la place de l'usager,
et de voir quelle est lui sa perception des services qui sont rendus ou qui sont à rendre, et à partir de là de réorganiser complètement le fonctionnement même de l'institution, de la ville elle-même. Donc ça nous a amené par exemple, pour ceux qui connaissent l'architecture du fonctionnement d'une ville, vous avez un directeur général des services, qui est le vrai patron, hein. C'est pas... Le maire, lui, c'est l'interface entre les citoyens et la ville. Celui qui organise l'ensemble de l'administration, c'est le directeur général des services. Et bien aujourd'hui, lui, il s'appuie sur une cellule d'audit qui revisite toutes nos politiques à travers à la fois les usages, le service rendu, comment les usagers le voient et comment d'autres solutions alternatives, à l'instar de ce qui a été fait ici, de ce qu'a décrit André Santini, comment est-ce qu'on doit, nous, faciliter l'émergence des innovations, faciliter la façon dont des réponses sont amenées à l'évolution de nos concitoyens, que ce soit par des services rendus par de nouvelles entreprises ou que ce soit par l'économie collaborative qui, elle, est par définition souvent une économie de troc, enfin, qui n'est pas sur la sphère directement marchande. Et comment est-ce que la ville, de ce côté-là, a un regard bienveillant à l'égard de toutes ces initiatives. Quand je dis ça, c'est parce que le réflexe naturel d'une administration multiséculaire, comme une ville, c'est évidemment d'avoir de la réticence et d'avoir une réaction, au sens réactionnaire du terme, par rapport à ces initiatives. Pourquoi? Parce qu'elle, quelque part, elle ressent, au fond, une forme de perte de pouvoir, une perte de mainmise sur ce qui se passe à l'intérieur de la ville, souvent salutaire, parce que à la fin, on se retourne sur le mayor, qui n'est pas forcément smart dans ses réponses quand c'est la pagaille dans sa ville amenée par telle ou telle chose. Hein. On a l'obligation de veiller au bon équilibre des choses dans la ville, donc parfois certaines initiatives peuvent être déstabilisantes, mais en tout cas, le réflexe naturel d'une institution est d'être réservé à l'égard de ces initiatives, alors qu'elle doit être bienveillante. Donc ça ne peut venir qu'à partir du moment où, organiquement, on se met à modifier complètement les attendus de la ville, de recentrer l'action de nos agents publics, d'envoyer des messages aux entrepreneurs notamment, et en leur disant que cette bienveillance, elle passe par exemple par le fait qu'une ville va être territoire d'expérimentation, elle va créer les conditions pour ces entreprises de se promouvoir, de tester, d'avoir des facilités. Donc pour ça, par exemple, on crée un incubateur géant, on met à disposition de cet incubateur, au-delà des fonds privés qui viennent s'y investir, toute une série de missions qui ne sont pas que d'ordre économique et marchand, qui vont répondre aussi à des attentes de nos concitoyens. En fait, tout ça pour permettre justement l'émergence de prototypes. C'est ce que l'on fait. On va confier tout un quartier à une entreprise du bâtiment, une majeure du bâtiment, qui a répondu, qui est lauréat d'un appel à projet lancé par l'État pour justement produire ces fameuses Smart Cities et reconvertir une partie de la ville en fonction d'attendus environnementaux du type de ceux dont on a parlé précédemment. Bref, on met la ville au service de cette innovation et on incite nos concitoyens à y participer. C'est le dernier point, c'est que le danger, me semble-t-il, c'est de créer une ville à deux vitesses. Une ville qui est faite pour les yuppies, pour les geeks, pour tous ceux qui, quelque part, se sentent très à l'aise sur les nouveaux outils et dans la nouvelle conception, dans une conception nouvelle de l'économie et du rapport avec les autres. Hein, l'économie, ça n'est que cela, c'est le rapport avec les autres. Et une autre France, qui existe dans nos villes et qui se sentirait exclue de ce mouvement-là. Et là, la responsabilité, me semble-t-il, du fameux Smart Mayor, c'est de vraiment être extrêmement vigilant à l'implication de tous. Parce que y a vraiment une appétence fondamentale pour tous, sous des formes justement qu'aujourd'hui les nouveaux outils, les nouveaux moyens permettent de coexister. Et donc nous, on doit veiller à ce qu'on ne tombe pas dans une forme de sophistication qui amènerait l'émergence de nouvelles fractures. On doit veiller à embarquer l'ensemble de notre population sur toute cette mutation, parce qu'elle est faite pour eux, et elle ne peut se faire qu'avec eux. Alors quand je dis ça, c'est un principe extrêmement partagé. De façon très concrète, ça veut dire qu'on met à l'intérieur de ces outils très
très sophistiquées, toute une série de missions aussi de formation de personnes qui sont moins fluentes sur tous les outils électroniques, les impliquer dans les nouvelles entreprises. Enfin bref, on essaye de brasser l'ensemble de la population et ça marche extrêmement bien. Il y a une très bonne réponse qui fait que là-dessus je suis très optimiste, mais il ne faut surtout pas l'oublier. C'est la condition pour que les fameuses villes de demain soient des villes qui correspondent à l'attente de nos concitoyens, qui ne sera pas que celle d'une génération, qui est celle de tous, et qui doit absolument exister dans le monde en tant que telle. Et c'est à ces conditions qu'on aura de bons succès pour nos villes. Merci de ce retour d'expérience.